Youth for Climate, aussi appelé les Jeunes pour le climat, est un mouvement écologiste et anticapitaliste implanté dans plusieurs pays, notamment en Belgique, en France et en Inde. Ce mouvement a été créé par Fridays for Future, initié par la militante écologiste Greta Thunberg dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique en janvier 2019. Il se définit comme étant un mouvement de jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique et sociale. Youth for Climate a depuis mené de nombreuses actions, manifestations et mobilisations mondiales pour le climat et la justice sociale, pour tenter de faire agir les dirigeants et pollueurs au nom de la jeunesse. Quelles sont les positions de Youth for Climate et des autres mouvements écologistes face à l'État? Est-il possible d'en concevoir un dialogue par l'intermédiaire du droit? Quelles sont les positions... En premier lieu, les mouvements tels que Youth for Climate se positionnent contre l'État, à la fois face à son inaction, mais aussi contre sa structure hiérarchique, tout en affrontant plus radicalement la loi, mais aussi donc en choisissant la désobéissance civile. En second lieu, émerge une nouvelle conception du rapport à l'État, non plus par la désobéissance civile, mais par le droit. C'est à partir de cette ambiguïté entre haine explicite contre l'État et nécessité de rapprochement avec celui-ci, par le droit, que l'enjeu semble se poser. La première approche semble plutôt anarchiste. L'État n'assure pas sa fonction, qui est de protéger la population en menant une politique environnementale. Il faut donc lutter contre cet État capitaliste. L'État est pour Youth for Climate un contre-modèle dans son fonctionnement structurel. Elle opte pour une structure horizontale qui réfute l'idée de hiérarchie. L'écologie politique s'est historiquement constituée par sa défiance à l'égard de l'État et de son organisation bureaucratique, selon les propos de Bruno Villalba, professeur de sciences politiques à AgroParisTech, dans un article du Monde. L'organisation de l'État est considérée comme rigide, hiérarchique et coûteuse. Le mouvement Youth for Climate revendique une autogestion et une horizontalité dans la prise de décision, s'opposant indéniablement à l'organisation du pouvoir de l'État. Bien qu'il faille constater que ça ne soit pas la même chose que de diriger un pays, ça n'a pas empêché Youth for Climate de devenir un mouvement qui a réussi à se diffuser internationalement. Comment Youth for Climate s'organise-t-il concrètement pour éviter cette hiérarchie? Cela passe notamment par des groupes de travail, des débats et des conférences avec des intervenants bénévoles qu'on appelle facilitateurs, des professionnels de l'intelligence collective qui assurent des temps d'intervention équilibrés. Il passe aussi par des décryptages, par des rapports du GIEC avec des scientifiques. Les bénévoles ne souhaitent pas non plus qu'il y ait de figures médiatiques. C'est en cela que l'organisation même de Youth for Climate se différencie, voire s'oppose à l'État. Face à l'inaction, Youth for Climate a choisi de mener des actions qui enfreignent les lois. Youth for Climate a connu une scission entre ceux qui étaient plutôt partisans d'une mobilisation de masse, ceux qui étaient partisans d'une désobéissance civile non violente, et ceux qui étaient partisans d'actions directes comprenant la dégradation de biens. Selon un ancien membre, seuls les militants favorables à des actions radicales sont restés au sein de Youth for Climate. Le 11 février 2020, une vingtaine de militants écologistes se sont introduits illégalement dans les locaux parisiens du siège de Black Bloc, géant américain de la finance. Un mouvement revendiqué par Youth for Climate. Afin de se prémunir d'une intervention policière, les issues avaient été barricadées et les employés de BlackRock ont pu quitter les lieux par les issues de secours. 17 des personnes, dont 4 mineurs, ont été interpellées pour participation à une manifestation non déclarée et pour dégradation. La désobéissance civile, qui consiste à désobéir ouvertement à des lois ou à des règlements, au nom même des valeurs de la démocratie et de la justice, a un très long héritage. C'est notamment Henri David Thoreau qui, au XIXe siècle, fut l'un des plus grands fondateurs de cette mouvance. Thoreau, au nom même des idéaux des pères fondateurs des États-Unis, refusa en 1846 de payer ses impôts à un gouvernement esclavagiste et en guerre contre le Mexique. De cette rupture avec l'ordre établi, explicité dans la désobéissance civile, son célèbre pamphlet de 1849, on pourrait en tirer cette leçon. Que, à chacun ici présent dans cette salle, en tant que citoyen, activiste ou non, c'est ici et maintenant que se règle votre assentiment à votre État.
Vous ne l'avez jamais donné une fois pour toutes, car cet État peut violer les principes mêmes de la justice. L'objectif d'Henri David Thoreau est de construire la démocratie même sur l'assentiment que le citoyen donne ou non à la société dont il fait partie. S'opposer à l'État par une désobéissance civile peut donc sembler nécessaire si l'État ne prend pas en compte la sécurité des individus. La désobéissance civile peut être considérée comme un devoir dans un monde où les enjeux écologiques ne sont pas pris au sérieux. Vous souvenez-vous de la Convention citoyenne pour le climat, dispositif annoncé par le président de la République Emmanuel Macron en avril 2019 à l'issue du grand débat national? Il s'agit d'une assemblée de 150 citoyens français volontaires tirés au sort par la population française. Elle avait pour objectif de définir une série de mesures afin de diminuer d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% par rapport à 1990. Officiellement, Emmanuel Macron s'engageait à ce qu'elles soient soumises au Parlement ou à référendum, à l'exception de 3 d'entre elles. Après avoir sollicité des experts de chaque domaine et comparé les modifications réglementaires et législatives envisagées par l'exécutif avec les ambitions initiales des citoyens, il apparaît que 18 des 146 propositions, soit seulement 12%, font l'objet d'une reprise intégrale. L'État, considérant que pour une bonne partie d'entre elles, elles étaient soit déjà existantes, soit irréalisables ou renvoyées à un cadre international. L'État n'écoute donc pas ou pas assez les revendications de ses citoyens. Andreas Malm, dans son livre « Comment saboter un pipeline », prend notamment l'exemple des suffragettes. Les actions menées avant 1913 furent inutiles. Les suffragettes ont alors refusé de passer par des moyens constitutionnels. L'Union sociale et politique des femmes a mené une campagne plus radicale et systématique par des incendies sans qu'il n'y ait aucune victime. En l'espace d'1 an et demi, le mouvement a revendiqué 337 attaques. Pour Andreas Malm, la crise climatique, quant à elle, se distingue de toutes les autres. Ici, il est question de temps. Andreas Malm, en se reposant sur le théoricien de la désobéissance civile et de la violence politique, William Smith, considère que le droit à la résistance peut se transformer en devoir. Selon lui, le niveau du militantisme pour le climat dans les pays du Nord n'est pas assez revendicatif, ce qui témoigne assez mal de l'importance du problème. Il n'est pourtant pas défaitiste. Si un nombre plus important d'individus mènent des actions de plus en plus radicales, alors l'État devra se plier aux revendications et considérer l'enjeu climatique comme primordial. Les mouvements radicaux ont, à leur origine, été très souvent combattus, mais ont réussi à intégrer la norme par le temps. Cependant, de nombreuses limites peuvent être adressées à Youth for Climate. Tout d'abord, l'horizontalité revendiquée par Youth for Climate peut faire face à des impasses. Il est en effet beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux de prendre une décision lorsqu'un nombre important de personnes détiennent le pouvoir décisionnaire. Cela aboutirait donc au même effet que la bureaucratie de l'État initialement critiquée, puisque cela prend du temps. De plus, Youth for Climate n'a pas de figure médiatique et donc est plus ou moins transparent sur les choix pris, qui certes ne relèvent pas d'un rapport de force hiérarchique, mais tout de même d'un rapport de force informel. Or, si la transparence du processus de décision est mise à mal, cela risque de délégitimer leur cause et de rendre méfiante l'opinion publique. Enfin, Youth for Climate, en s'opposant à l'État, se met à dos un allié qui a bien plus de moyens et d'influence que ce mouvement peut mener pour des actions climatiques. Le mouvement de Youth for Climate s'essouffle d'ailleurs depuis 2020 en menant moins d'actions. Cette vision anarchisante a longtemps convenu à un mouvement écologiste qui, rejetant toute perspective de conquête de pouvoir, proposait plutôt son projet révolutionnaire à travers l'affirmation d'un style de vie alternatif au sein de communautés en rupture avec les valeurs consuméristes dominantes. Mais à partir des années 1980 et 1990, alors que le mouvement se constitue en force politique, d'autres discours se développent. Paradoxalement, la crise écologique fait renaître la nécessité d'un rapprochement avec l'État. Une approche peut-être moins radicale peut être défendue en s'appuyant sur le droit. Il s'agit ici d'une conception socio-démocrate. Cette proposition est notamment soutenue par Yoras Israël dans son livre « L'arme du droit ».
À travers les revendications et des actions légales menées par les associations défenseuses de l'environnement, il ne faudrait pas y voir l'expression d'un adieu à l'État, mais plutôt une demande d'État. Certaines associations peuvent exercer une action de groupe pour faire cesser et ou obtenir réparation d'un dommage subi par plusieurs personnes placées dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles par une personne privée ou une personne morale de droit public. L'affaire du siècle de décembre 2018, lancée par 4 ONG, Notre Affaire à tous, Greenpeace, Fondation pour la Nature et l'Homme et Oxfam, à l'origine du recours en justice et de la pétition, l'État français est porté en justice pour inaction climatique par plus de 2 millions de ses citoyens. Aussi convient-il de voir dans l'affaire du siècle un moyen de pression par les citoyens vers l'État afin qu'ils payent les frais causés et qu'ils le voient comme une leçon. Ces citoyens ordinaires, heurtés par les insuffisances et les incohérences des pouvoirs publics, se saisissent de la justice pour obtenir réparation. Et en effet, de telles contestations sont également une reconnaissance indirecte du rôle de l'État. La responsabilité sur le plan juridique suppose l'existence d'une règle de droit dont le non-respect implique une sanction ou l'obligation d'indemniser. La responsabilité doit ainsi s'adapter en déplaçant le curseur vers la prévention et l'anticipation, qu'on appelle responsabilité ex ante. La société, et notamment les associations environnementales, ne sont non plus frontalement opposées à l'État, mais servent d'instances qui surveillent, orientent et corrigent les mesures prises par l'État dès lors qu'il n'assure plus la sécurité des citoyens et ne respecte plus l'environnement. Ces associations environnementales sont donc essentielles pour réfréner les intérêts divergents des acteurs de l'État en passant directement par le droit. Le droit peut ainsi être considéré comme un recours pour contester dans un temps de judiciarisation de la société, qui signifie en d'autres termes le phénomène par lequel une société a tendance à recourir de plus en plus aux voies judiciaires comme la police ou les tribunaux pour régler des problèmes. Premièrement, l'expérience du recours au droit peut avoir pour conséquence la prise de conscience de leurs droits par des personnes auparavant peu sensibles au sujet. Par exemple, la lutte pour l'équité salariale homme-femme aux États-Unis, constatant dans un certain nombre de cas que la lutte a conduit à une syndicalisation des femmes mobilisées et plus globalement à une meilleure connaissance de leurs droits. De même, rien que par la puissance médiatique de l'affaire du siècle et la reconnaissance par la justice de la faute grave de l'État, les citoyens, croyant en la justice mais peut-être peu convaincus aux enjeux climatiques, ont pu se rendre à l'évidence. Même s'il ne porte pas ses fruits, une plainte permet de sensibiliser l'opinion et plus précisément les juges à une question. Cependant, la question environnementale est que très peu développée au travers du droit. Un podcast de France Inter du 25 février 2024 intitulé « Environnement, que fait la justice ?» s'interroge au sujet des conflits locaux liés à l'environnement qui se multiplient comme les réservoirs artificiels de Sainte-Soline, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la 69, etc. Joël Casanova, substitut du procureur à Fort-de-France, considère qu'il y a un réel manque dans la formation des avocats sur la question environnementale. La justice est trop lente pour rendre des décisions, pas assez pointue sur des questions techniques et trop poreuse aux intérêts économiques. Elle prend l'exemple de la problématique des sargasses dans les Antilles, des algues qui prolifèrent et dégagent des gaz toxiques à cause des activités humaines. La justice est en effet prise de court en termes pénals car les avancées scientifiques sont très peu développées. Elle explique qu'il y a différentes possibilités afin de juger certaines affaires. Soit le responsable doit reconstruire l'écosystème en place détruit, ou alors faire des stages de travail non rémunérés. Le plus compliqué, en fait, se trouve au niveau du tribunal correctionnel, qui juge de manière moins sévère les affaires environnementales. Il est seulement possible de distribuer des amendes ou de passer par un emprisonnement avec sursis, mais qui est ressenti comme indolore. Le droit permet aux associations de contester des actions menées par l'État et jugées inacceptables. Mais elles peuvent aussi revendiquer l'introduction du droit pour la nature, considérée comme personnalité juridique en l'introduisant dans le droit. Le principe d'intégration juridique devrait être davantage mobilisé. Celui-ci se traduit par le renforcement de l'intégration de l'environnement dans toutes sortes de normes juridiques. La crise écologique remet en cause la place accordée aux entités de la nature, appréhendées traditionnellement par le régime des biens. En économie, c'est ce qu'on appelle soutenabilité faible.
C'est-à-dire que l'environnement est considéré comme un capital naturel qui peut se substituer à d'autres capitaux. En d'autres termes, cette théorie affirme que les biens que prodigue la nature peuvent être remplacés par la technologie et l'innovation. Si la nature fait l'objet de normes environnementales depuis les années 60, nous assistons à l'émergence de la personnification de la nature, consacrée par différents ordres juridiques, lui ayant accordé le statut de sujet de droit. Comme l'explique Mathias Pétel, doctorant en sciences juridiques, les racines de la crise actuelle doivent être localisées dans notre perception obsolète selon laquelle notre bien-être individuel et collectif dépend de notre maîtrise et de notre domination sur la Terre. À travers la reconnaissance des droits de la nature, il est permis d'esquisser un rapport homme-nature qui ne se réduit pas à la seule rationalité économique. Une telle évolution entraîne comme conséquence pratique la possibilité de représenter la nature en justice, en son nom et dans son intérêt. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, la rivière Wanganui a été dotée de la personnalité juridique à travers la reconnaissance par le Parlement de son statut d'entité vivante le 15 mars 2017. Les associations environnementales sont des acteurs clés dans l'introduction de la nature dans le droit. L'agrément d'association de protection de l'environnement permet à ces associations d'être appelées à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement et d'être désignées pour siéger dans des commissions ou conseils à vocation consultative. Finalement, les relations qu'entretiennent l'État avec les associations environnementales peuvent être tout d'abord houleuses, dans une approche radicale telle que Youth for Climate, voire éventuellement marxiste ou révolutionnaire. Elle s'illustre par un refus au respect légal en passant par la désobéissance civile tout en proposant une structure non hiérarchique. Une autre conception, plutôt défendue par les sociodémocrates, a émergé et signe une réhabilitation de la relation entre État et contestataire, par l'intermédiaire du droit qui assure les droits humains et environnementaux. Les actions radicales sont nécessaires pour faire émerger les prises de conscience et être entendues, mais un dialogue, notamment par le droit, est nécessaire pour résoudre les enjeux climatiques. Comme le dit la philosophe Monique Castillo, avec la judiciarisation, l'intérêt de l'individu vient en première ligne. L'individu a recours au droit pour mettre en évidence ce qu'il tient pour injuste. Le droit et ses institutions s'adaptent et pourraient se réinventer avec les exigences de la transition écologique.